Chaque don compte pour nous aider à franchir avec succès cette période difficile. Financez TVL, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. Répondez à la campagne de dons en allant sur le site tvl.fr et en cliquant sur la rubrique Dons. Merci à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, nous allons parler de politique nationale, mais aussi européenne et internationale. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour la réussite de cette émission. Aussi, je vous le demande, pensez à la commenter, à la partager, et puis bien sûr, cliquez sur le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. Allez, c'est parti. Samuel Lafont, bonjour. Bonjour Élise. Vous êtes porte-parole de Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. Donc, à l'heure où nous parlons, où cette émission, plus exactement, sera diffusée, vous serez sans doute à la Fête de la Violette en Sologne. C'est une fête qui avait été créée en 2013 par Guillaume Pelletier, qui a rejoint Éric Zemmour. Pour Nicolas Sarkozy, quel est le message que vous souhaitez envoyer ? Alors, pourquoi cette Fête de la Violette a été organisée encore cette année ? C'est parce que nous voulons créer une grande fête de la droite nationale qui rassemble tous les patriotes, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des militants de Reconquête, mais que d'autres personnes, d'autres Français de droite patriotes sont invités également à la fête. Il y a aujourd'hui, à l'heure où on parle, plus de 2000 inscrits à la Fête de la Violette, et on sait déjà que ça va être une grande réussite. Alors, est-ce que d'autres militants, d'autres partis vont vous rejoindre, vous pensez, lors de cette fête ? C'est très probable. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le fait est que la fête est ouverte à chacun, et qu'on aura encore plus que ces 2000 inscrits à l'heure d'aujourd'hui. On aura encore plus de personnes sur place, et on sait qu'on va passer un très bon moment. C'est important puisque Reconquête aujourd'hui est le seul mouvement politique national qui arrive à rassembler autant de gens, et autant de gens en si peu de temps. On l'avait déjà vu durant la campagne présidentielle, vous vous en souvenez, à Villepinte, au Trocadéro. Eh bien, nous continuons sur cette lancée, puisque nous avons énormément de Français mobilisés, on le sait très bien, sur Internet, mais également physiquement sur le terrain, dans toutes les fédérations, dans les 100 départements français, y compris au niveau des circonscriptions, y compris au niveau cantonal, et ce que nous lançons très prochainement au niveau municipal. Donc ces Français-là pourront converger durant la Fête de la Violette. Et aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que cette réussite des rassemblements que vous réalisez, c'est vrai, vous avez parlé du Trocadéro, vous avez parlé de Villepinte, qui étaient effectivement des véritables réussites militantes de la droite, on peut le dire, parce que le Trocadéro était aussi très symbolique, comme la Fête de la Violette. Est-ce que vous n'avez pas peur de sombrer, encore une fois, un peu dans cet effet loupe, c'est-à-dire beaucoup de militants, très cœur de cible, mais quelque part, ne pas réussir à passer outre dans les urnes? Alors ce qui est certain, c'est que ce que nous voulons, et moi pourquoi je me suis engagé en politique, pour la France, pour les Français, c'est accéder au pouvoir. Et pour accéder au pouvoir dans le système actuel, qui est à mon avis le meilleur, système démocratique, il faut que nous gagnions les élections. Et j'ai envie de faire passer un message très clair, parce que j'entends encore des Français qui doutent, des Français de droite, des Français patriotes, qui doutent qu'on puisse gagner les élections. Nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner. Il faut se le répéter autant de fois que nécessaire, puisque le jeu principal de tous nos adversaires politiques est de nous faire croire qu'il est impossible que nous accédions au pouvoir. C'est faux. Sur la plupart des grands thèmes importants pour notre pays, évidemment l'immigration, évidemment l'insécurité, mais également le pouvoir d'achat, également d'autres thèmes qui montent, la santé, le logement. La plupart des Français, la grande majorité des Français sont d'accord avec nous. En face, le système médiatique... C'est vous qui le dites, Samuel Lafont. La plupart des Français, la majorité des Français sont d'accord avec vous. Néanmoins, c'est 7% aux élections présidentielles. Et puis surtout, c'est pas de députés aux élections législatives. C'est exactement le sujet. Quand on sonde les Français, ils sont d'accord avec nous. Maintenant, il faut que les militants de Reconquête, les militants de la droite patriote, soient bien conscients que la plupart des Français pensent comme eux. Pourquoi ? Parce que souvent, on a un réflexe qui est de dire qu'on serait simplement des lanceurs d'alerte et que la plupart des gens ne seraient pas d'accord avec nous. C'est faux.
Beaucoup de Français sont déjà convaincus. Il faut maintenant que nous fassions en sorte, et c'est tout l'enjeu, que ces gens se disent c'est bon, en fait on peut gagner, on est d'accord, qu'on les entende aussi. Mais ils sont convaincus, vous dites ils sont convaincus, ils sont convaincus par quoi? Par les idées que vous défendez, par le programme peut-être dont vous pouvez parler, mais peut-être qu'ils sont tout simplement pas convaincus par l'incarnation, par Éric Zemmour, qui préférait voir comme polémiste. Alors, il y a toujours la question de l'incarnation. Ce que je vois, c'est qu'Éric Zemmour a réuni autour de lui 2,5 millions de voix à l'élection présidentielle. Mais le facteur qui peut limiter pour l'instant la victoire électorale, c'est le fait est que sur des grands sujets qui nous semblent essentiels, puisque Reconquête, c'est la droite civilisationnelle, donc notamment l'immigration, sujet de l'immigration, les Français sont d'accord avec nous. Maintenant, c'est à nous d'être véritablement à l'écoute. Je pense que nous le sommes. Il faut montrer aux Français que nous sommes à leur écoute sur les autres thèmes. Et quand on regarde le programme d'Éric Zemmour, durant l'élection présidentielle, évidemment, nous avons mis le sujet de l'immigration parce qu'il nous semble essentiel au centre de la campagne présidentielle. Mais le fait est que le programme d'Éric Zemmour est extrêmement complet. Le programme de Reconquête est extrêmement complet sur tous les items politiques. Et donc maintenant, c'est à nous, clairement, c'est notre enjeu, de faire en sorte que les Français voient que nous avons des réponses pour des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme, pour qu'on puisse à nouveau se projeter. Parce que le grand drame de ce pays, c'est que malheureusement, et je le regrette pour les Français qui naissent aujourd'hui, ou les plus jeunes d'entre nous, qui ont 18-20 ans, la France est dans une situation désastreuse. Et le pays ne cesse de s'enfoncer. La réalité, les plus anciens d'entre nous qui nous regardent savent que nous avons vécu une autre époque. Une époque dans laquelle nous pouvions vivre tranquillement. Une époque durant laquelle le travail permettait de vivre décemment. Une époque durant laquelle on pouvait se loger sans que ça nous coûte un rein. La réalité, c'est que la plupart des jeunes ne s'en rendent pas forcément compte, mais je ne leur en veux pas, c'est normal. Ils vivent dans une France où tout coûte cher, où on a l'impression qu'il n'y a pas d'avenir et où on a l'impression qu'on va se faire agresser au bout de la rue systématiquement. Et c'est vrai, il y a une explosion de l'insécurité. Il faut enfin qu'on donne des perspectives. Et moi, je vois d'autres nations dans le monde qui ont su donner des perspectives. On parle souvent, notamment à droite, du Japon. On peut également voir la Corée. La Corée est un pays qui avait un PIB qui était ridicule juste après la guerre de Corée. La réalité, c'est que la Corée s'est projetée. Elle s'est projetée. Maintenant, c'est une grande nation, puissante, sur le domaine maritime, sur le domaine de l'influence. Et en fait, je pense que c'est ce qui manque principalement aujourd'hui au niveau du gouvernement, évidemment avec Emmanuel Macron, c'est qu'on a l'impression qu'on ne se projette pas. On ne se projette pas du tout. Et donc, non seulement les problèmes du quotidien des Français ne sont pas réglés, ils empirent, mais en plus, on n'a pas de projection. Que voulons-nous pour la France en 2050 ? Qu'est-ce que nous voulons ? Comment voulons-nous vivre ? Quelle est l'image que nous voulons donner dans le monde auprès de toutes les nations, mais également auprès de nos partenaires européens. Comment la France pourrait être un phare pour le monde dans les années à venir ? Eh bien, là-dessus, il n'y a aucune réponse. Alors justement, pour commencer avec votre actualité, Samuel Lafont, j'aimerais vous évoquer la ville de Lyon. Vous avez évidemment une fédération du Rhône pour Reconquête. Une séance de lecture est prévue à la mairie du 9e arrondissement de la ville. C'est pour le 28 juin prochain, une séance de lecture pour les enfants avec des drag queens. Il y a une initiative qui a été lancée de la part de Reconquête pour faire annuler cet événement. C'est quelque chose de central pour vous dans la politique aujourd'hui, c'est œuvrer pour l'éducation et lutter contre ce genre d'organisation ? Alors vous avez raison, c'est essentiel. Nous avons lancé à la rentrée septembre 2022 une organisation, Parents Vigilants, qui lutte partout en France pour protéger nos enfants. Pourquoi ? Parce qu'on voit que, notamment à l'école, nos enfants subissent de la propagande. On savait qu'ils subissaient de la propagande immigrationniste pendant des années. Ils subissent maintenant une propagande wokiste qui leur raconte n'importe quoi, qui leur explique que s'ils sont petits garçons, ils peuvent devenir une petite fille. S'ils sont une petite fille, ils peuvent devenir un petit garçon. Et ça doit cesser, parce que non seulement, quand ça arrive à l'école, ce sont les Français qui financent ça. Alors là, c'est pas l'école, c'est à la mairie. Alors, c'est pas l'école, c'est à la mairie. Mais en plus, là, quand c'est à la mairie, mine de rien, d'une manière ou d'une autre, c'est finalement avec les impôts des Français. Mais donc, c'est avec l'argent des Français. Mais en plus, quand c'est à l'école, j'insiste sur l'élément à l'école. Pourquoi ? Parce que quand c'est à l'école, les parents ne sont pas forcément maîtres, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et donc, ils découvrent à la fin que leurs enfants subissent cette propagande. Ensuite, quand on est dans le système, quand c'est à la mairie, par exemple, ou ailleurs, dans d'autres salles, le fait est que ces militants-là, wokistes, sont en train d'essayer d'installer l'idée selon laquelle il serait normal que des enfants, garçons, puissent devenir des petites filles ou que des petites filles puissent devenir garçons. Non seulement c'est n'importe quoi en termes moraux, mais c'est n'importe quoi en termes scientifiques. Ces gens, on pourra en parler sur d'autres sujets, je pense notamment au soulèvement de la Terre qu'on a vu récemment. Il n'y a pas de rapport. Ces gens sont totalement déconnectés du réel. Ils sont totalement déconnectés du réel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si difficile de discuter avec eux, parce que
Nous, on est ouvert au débat. Et pourquoi il est si difficile de discuter avec eux? Puisque le réel ne les intéresse pas. Ils n'utilisent pas d'arguments. Ils ont une sorte de religion, une secte, vous appelez ça comme vous voulez, qui veulent imposer. Et donc, c'est pourquoi il faut lutter pied à pied contre cette propagande en disant « Stop, nous n'en voulons pas ». Heureusement, chez Reconquête et avec Parents Vigilants, nous avons obtenu plusieurs victoires avec des annulations de ce genre d'événements. Nous pouvons continuer à obtenir des victoires et j'appelle tous les Français qui entendent parler de ce genre d'événements à se mobiliser, à le dire, à en parler sur Internet, à contacter la cellule locale de Parents Vigilants pour faire en sorte que ces événements soient annulés. Alors l'actualité, Samuel Lafont, c'est évidemment aussi cette agression d'une grand-mère avec sa petite-fille à Bordeaux, dans un quartier plutôt chic, du centre-ville. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Éric Zemmour l'a d'ailleurs relayée. Je vous propose qu'on la revoie. Je précise quand même que ce qu'on l'a peu dit, mais la dame qui a été violemment projetée au sol a été blessée au sang. Elle a dû être évacuée par les pompiers, etc., etc. Donc depuis, elle est rétablie. Néanmoins, c'était une agression très violente. Les journalistes ont été contraints de parler évidemment de cette vidéo, qui est probablement issue d'une vidéo de vidéosurveillance. On nous a aussi beaucoup parlé d'une récupération politique et tout particulièrement du tweet d'Éric Zemmour qui effectivement a beaucoup circulé puisqu'il est beaucoup suivi. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette chose? Alors tout d'abord, vous avez raison de rappeler que c'est une agression qui est extrêmement violente. Cette dame aurait pu mourir sur le coup. Elle tombe sur la tête, elle aurait pu simplement décéder avec une hémorragie, et mourir sur le coup. Le fait est que cette agression extrêmement violente a tourné sur Internet, elle a choqué le monde entier. Le monde entier, puisque le soir où la vidéo est sortie, évidemment, elle a circulé massivement en France, mais elle a circulé rapidement en Italie, en Espagne, aux États-Unis, reprise par des influenceurs. C'est-à-dire que le monde entier a les yeux rivés sur nous et se dit « Mais qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui se passe en France ?» Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est très nouveau, ça? Parce que les personnes âgées qui apparaissent vulnérables, qui sont agressées par des gens dans la rue, ça a toujours existé. Pardonnez-moi de vous le rappeler, Samuel Lafont, y compris quand j'avais 5 ans. Alors malheureusement, ce n'est pas nouveau. Malheureusement. Le fait est que ça se multiplie et qu'en plus là, on a la preuve. Ce qui a choqué la plupart des gens, c'est qu'il y avait les images. Moi, je rappelle toujours une chose, c'est que pendant des années, des militants laxistes, souvent immigrationnistes également, nous ont expliqué qu'il n'y avait pas d'augmentation de la sécurité en France. C'était le sentiment. C'était le sentiment d'insécurité. Que c'était un fantasme. Que vous rêviez. Que ceux qui nous écoutent étaient en train de fantasmer. Alors que nous savions, alors que tous les chiffres montraient qu'il y avait une explosion de l'insécurité. Avec cette vidéo-là, avec cette agression-là, les Français peuvent dire « Stop ! Nous ne voulons plus vivre dans une société où on se fait agresser par n'importe qui, par quelqu'un qui a été déjà interpellé de très nombreuses fois par la police. Que fait la justice ? Que fait la justice ? Et les personnes qui sont laxistes vis-à-vis de ce genre d'événements, notamment une partie des journalistes des médias dits traditionnels, tentent de vous faire croire que la situation ne peut pas changer. C'est totalement faux. On sait que les policiers interpellent les délinquants et les criminels autant que faire se peut. En revanche, ce qui manque, c'est la chaîne pénale complète. C'est-à-dire qu'in fine, la plupart des juges ne condamnent pas et ne condamnent pas assez. On a plein de solutions pour faire en sorte que les délinquants et les criminels restent en prison. Quand ils sont étrangers, ce n'était pas le cas pour Bordeaux, mais quand ils sont étrangers, évidemment que nous devons expulser les délinquants et les criminels étrangers. Et quel autre pays au monde, sérieusement, pense qu'il a pour mission de garder sur son sol tous les délinquants étrangers du monde, délinquants et criminels du monde? Bon, le fait est que nous devons les expulser. Pour les autres... Plusieurs autres pays européens. Oui, alors, mais c'est assez limité. Le fait est que pour tout ce qui est criminels et délinquants qui ne sont pas étrangers, nous pouvons augmenter les peines. Et si les juges ne se rappellent pas qu'ils jugent au nom du peuple français, et donc dans l'intérêt du peuple français, et non pas au nom de leur idéologie, eh bien nous devons faire en sorte
qui soient davantage bouche de la loi. Certains proposent le fait de les responsabiliser. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Le fait est que si ils ne prononcent pas les peines qu'ils devraient prononcer et qui sont prévues par le code pénal, typiquement violence aggravée, qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison, avec des circonstances aggravantes. Si les juges décident de ne pas prononcer ces peines, eh bien nous devons faire en sorte d'augmenter les peines minimales avec des peines planchers, de davantage sanctionner la récidive, la réitération, et nous pouvons faire en sorte qu'enfin nos rues soient plus tranquilles. Parce que en parlant de si je peux me permettre, Samuel Lafont, vous êtes en train de m'expliquer que le problème aujourd'hui, c'est que les juges n'appliquent pas forcément la loi telle qu'elle est prévue aujourd'hui. Donc, pour pallier ce problème, vous allez changer la loi, mais ils ne la respecteront pas davantage. Alors, le souci actuel, c'est qu'ils ont une très grande marge de manœuvre. On leur dit, vous avez dans le code pénal, Donc, il faut aussi changer le statut des juges, carrément. On pourrait changer le statut des juges. Le fait est que dans le code pénal actuel, les peines maximales sont importantes. Mais beaucoup de juges décident d'appliquer des peines minimales. Et je ne parle même pas des remises de peine et compagnie, sur lesquelles on pourrait revenir. Et comme ils appliquent des peines minimales, on peut faire en sorte que, automatiquement, ils doivent appliquer une peine plus haute. C'est pour ça que je vous parlais de bouche de la loi. Si finalement les juges considèrent que les délinquants et criminels, je dis les juges en général, mais beaucoup de juges considèrent que les criminels et délinquants doivent être dans la rue et pouvoir continuer de voler, de violer, de tuer, de commettre des cambriolages qui se multiplient dans la France rurale, qui se multiplient véritablement, également dans les métropoles, mais beaucoup dans la France rurale. Si ces gens-là considèrent que, si ces juges-là considèrent que ces délinquants et criminels doivent rester dans la rue, eh bien c'est de notre devoir de faire en sorte de changer la loi, de demander à ce qu'il y ait un changement de la loi. Ça passera par les parlementaires, les députés, les sénateurs, pour faire en sorte que les juges mettent en prison ces délinquants et criminels qui pourrissent le quotidien des Français. Alors là, on a parlé d'insécurité pour tous les Français. Samuel Lafont, on peut parler d'insécurité en ce qui concerne uniquement les rassemblements organisés par Éric Zemmour. On a vu la semaine dernière à Brest une séance de dédicace organisée qui a très mal tourné puisque vous avez été attaqué par des militants vraisemblablement d'extrême gauche. Vous allez tout de suite m'en dire plus. Pour vous, quel est le cœur de ce problème qui est quand même récurrent à chaque fois qu'Éric Zemmour se déplace ? Alors, cette agression à Brest, qui a eu lieu samedi dernier, est un triple scandale. Un triple scandale. Le premier scandale, c'est l'agression en elle-même. Pourquoi ? Parce que nous avons des militants d'extrême gauche, dont certains portaient des dossards de la CGT et des drapeaux de la CGT, qui ont attaqué la file d'attente de la dédicace d'Éric Zemmour à l'hôtel Océania à Brest, en attaquant des adolescents, des personnes âgées, des grands-mères, qui ont failli tomber au sol pour certaines, en tabassant un jeune adolescent au sol, en toute impunité. Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est le fait que le préfet n'ait rien fait. Le préfet Philippe Mahé, je crois, Oui. du Finistère. Absolument, c'est le préfet du Finistère qui, normalement, c'est son boulot, aurait dû demander l'intervention des forces de l'ordre, puisque, si on fait la chronologie des événements, à 13h, Éric Zemmour arrive à cet hôtel pour déjeuner. Dès 13h, il est insulté et menacé. À 15h, on a des premiers rassemblements massifs de militants d'extrême gauche devant l'hôtel. Rien n'est fait. Le préfet ne donne pas d'ordre. À 15h30, ces militants d'extrême gauche attaquent la file d'attente. Attaquent à tout va. Avec des armes. Des parapluies notamment, et ils pouvaient avoir d'autres Des armes objets. par destination, oui. Des armes par destination. Avec le visage dissimulé. À plusieurs. Donc ils attaquent. Le préfet a attendu après l'attaque pour donner l'ordre d'intervenir. C'est pourquoi on voit le mouvement, parce que les vidéos sont sorties, on voit ce mouvement de foule où finalement les Français qui étaient dans la queue pour avoir une dédicace d'Éric Zemmour simplement ont été poussés dans l'hôtel et que tous les militants d'extrême gauche ont pu approcher de l'hôtel. Le troisième scandale, c'est la réaction de la presse. Puisque... Alors justement, je vous interromps, on va regarder très rapidement une interview de Bruce Toussaint qui recevait Éric Zemmour. Vous m'avez dit, partout où je vais, ça se passe de la même façon. Ça serait pas vous le problème ? Autre question, si vous permettez. Je vous en prie. Qui sème le vent ? Récolte la tempête. Ouais. On est bien reçu chez BFM. Non, ce passage est sidérant. Sidérant. Est-ce que Bruce Toussaint demandera à une femme qui s'est fait violer si c'est sa faute ? Parce que c'est ça la question. Il dit, Je suis pas sûr que le parallèle soit vraiment à est-ce que c'est vous le problème ? mais... Il dit, est-ce que c'est vous le problème ? Le problème de ces gens-là, le véritable problème, je parlais des réactions de la presse, c'est qu'on a lu dans la presse qu'il y aurait eu des heurts, qu'il y aurait eu des affrontements. Pour s'affronter, il faut être deux.
Au moins 2. On a vu que c'était une dédicace qui a été mouvementée. Les mots ont un sens. Et on a une chance en France, on a un vocabulaire qui est très riche. De moins en moins, mais... Malheureusement, de moins en moins, notamment à cause de l'éducation nationale. Mais on a subi, et vous avez employé le mot tout à l'heure, une attaque coordonnée. Et en termes pénals, ce sont des violences aggravées. Pourquoi ? Parce que ce sont des individus en réunion, première aggravation, avec armes par destination, notamment les parapluies. Ça fait 2 circonstances aggravantes. 3e circonstance aggravante pour certains, le visage dissimulé. Eh bien ça, s'il y a des blessés qui ont jusqu'à 8 jours d'ITT, c'est 7 ans de prison. 7 ans de prison. Il y a eu des arrestations après ? Il y a eu 2 arrestations. On verra s'il y en aura d'autres. Le fait est que peut-être qu'il y aura des simples rappels à la loi. Nous ferons en sorte, nous avons porté plainte pour ce qui s'est passé à Brest, nous ferons en sorte de parler de ce qui se passe ensuite. Et nous demandons évidemment à ce que ces gens soient condamnés à la hauteur de leurs méfaits. Par rapport, quand je vous parlais du parallèle avec Boussoussin, ce qu'a dit Boussoussin est extrêmement grave. Pourquoi ? Puisque de plus en plus, on voit ces gens déconnectés du réel, qui nous ont expliqué donc qu'il n'y avait pas d'insécurité, qu'il n'y avait pas de problème aussi avec l'immigration, etc., qu'on entend trop souvent. Ces gens-là voient le réel leur arriver en pleine figure. Non, pas vraiment, parce que lui, je doute qu'il soit à Brest. Hein. Alors, il n'a pas vu à Brest, il n'est pas directement à Brest, mais la vidéo s'impose à lui. Il est obligé de commenter la vidéo pendant des années. Moi, je rappelle que souvent, c'était avant la période 2008-2009, on n'avait pas de vidéo des agressions. Donc, ces gens-là pouvaient mentir ouvertement, sauf que maintenant, on a les preuves. Mais c'est qui ces gens-là ? Ces gens-là, c'est la presse mainstream. Je dirais que c'est la presse mainstream, plus les militants de gauche qui n'ont pas voulu se réveiller sur la réalité. Disons que les socialistes et LFI en France ne sont pas encore au niveau, si je puis dire, de ce qu'a pu se faire au Danemark récemment sur l'immigration, avec une gauche qui a choisi d'arrêter de se mentir elle-même, puisque c'est une chose que de se mentir à soi-même, c'est une autre que de mentir à son peuple. Et je pense que la gauche aujourd'hui en France ment aux Français, que beaucoup de médias malheureusement mentent aux Français. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, ces gens-là mettent sur le même plan l'agressé et l'agresseur. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'au tribunal, vous auriez un criminel, un tueur, un violeur, et que sa responsabilité serait égale à la personne qui l'a agressé. On ne peut pas laisser se mettre en place cette petite musique. Et pour empêcher que cette petite musique se mette en place, il faut systématiquement dénoncer ces positionnements des médias ou l'absence de positionnement des différents partis politiques suite à l'agression, à l'attaque de Brest. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est condamné ? Non. Est-ce qu'Olivier Faure, qui participe de la NUPES avec le Parti socialiste, a condamné ? Non. Est-ce que Sandrine Rousseau, des écologistes, a condamné ? Non plus. Est-ce que Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a condamné l'attaque ? Pas du tout. Alors que nous voyons très clairement sur les vidéos des personnes de la CGT qui ont attaqué. Et si nous ne faisons rien, ils continueront. Mais si vous dites « stop, maintenant ça suffit, arrêtez de vous moquer de nous », les médias sont obligés de s'expliquer. On l'a vu partiellement pour Brest, et on l'a vu encore davantage pour ce qui s'est passé récemment à Limoges. Alors justement, venons-en à cette affaire du train qui se dirigeait vers Limoges avec un militant de la CGT, visiblement, qui s'en est pris à Éric Zemmour. Alors, il y a... Directement, là, cette fois. Absolument. Éric Zemmour fait sa tournée dédicace depuis plusieurs mois pour son nouveau livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Il se trouve qu'il allait en direction de Limoges. Un individu a commencé à l'insulter, l'injurier, à partir de la gare à Paris, avant qu'il prenne le train pour Limoges. Cet individu a recommencé en sortie de train. Ce qui s'est passé, à sa plus grande surprise, c'est qu'en fait, comme il y avait des policiers qui attendaient à la gare de Limoges pour sécuriser l'arrivée d'Éric Zemmour, eh bien, non seulement cet individu qui criait, qui hurlait, donc tu prends le train pour Auschwitz, tu t'es pas trompé, c'est pas le train pour Dachau, très clairement, il a dit devant de nombreux témoins et devant des témoins assermentés que sont les policiers. Donc, cet individu, clairement, sont des insultes antisémites. Alors, Éric Zemmour n'aime pas trop surfer sur ce genre de sujet, il l'a déjà dit pendant la campagne présidentielle, mais le fait est que les faits sont là. Il n'a pas déposé plainte, par exemple ? Si, la plainte a été déposée durant la dédicace à Limoges, a été déposée, et il va y avoir des poursuites, c'est certain, puisque cet individu ne pourra pas dire qu'il a dit autre chose. Il a prétendu pendant un moment qu'il expliquait que Éric Zemmour se trompait parce que le train n'allait pas à Vichy, c'est ce qu'il a prétendu, sauf que dans le même temps, ce Frédéric Tronche, pour son petit nom, responsable de la CGT,
a mis sur son Facebook, une image sur laquelle il expliquait que le train n'allait pas en Pologne. Donc en fait, on voyait bien que c'était la question plutôt d'Auschwitz et Dachau et non pas de Vichy. Il avait mis lui-même sur ses réseaux sociaux. Il a laissé avec des commentaires d'autres de ses camarades de la CGT. Donc tout plaide contre lui et il ne pourra pas s'en sortir. Sauf qu'il était essentiel que nous le disions très fort. Et en plus, cerise sur le gâteau, si je puis dire, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, nous a expliqué dans la soirée que Éric Zemmour mentait et que son responsable local disait la vérité en plaisantant. Là, on a eu des premières condamnations à droite du spectre politique et maintenant il y a d'autres condamnations qui arrivent de personnes. On a même vu Jean-Michel Apathy. Même Jean-Michel Apathy a pris fait pour Éric Zemmour dans cette affaire et je pense que ça va se multiplier parce que tous les faits sont contre eux et je pense que c'est la première grosse erreur, plus qu'une erreur, mais une grosse erreur de la part de Sophie Binet, qui a réagi trop vite, trop sûr d'elle, et qui a soutenu clairement une agression. Eh bien, après il y a eu l'agression de Brest, il y a une agression directe envers Éric Zemmour à Limoges, et maintenant nous disons stop, nous ne voulons plus de ces agressions, l'État doit agir. Alors, sans aller évidemment dans la lignée des propos de Bruce Toussaint, bien entendu, mais comment vous interprétez qu'à chaque fois qu'Éric Zemmour se déplace, il fait l'objet d'attaques ? La question n'est pas de savoir si c'est des échauffourées, des heurts ou des machins, c'est qu'à chaque fois, quelqu'un a prévu un comité d'accueil pour son arrivée. Alors, j'entends bien que vous allez m'expliquer que c'est parce qu'Éric Zemmour dit la vérité, qu'il dérange, parce qu'il vient bousculer l'ordre établi, qu'il ne plie pas au politiquement correct, au diktat de la gauche, etc., etc. Mais est-ce que finalement, il n'a pas suscité par ses propos, qui sont parfois durs, réalistes peut-être, mais parfois très durs, énoncés de façon dure, est-ce qu'il ne suscite pas de l'incompréhension chez les gens qui réagissent finalement dans la violence ? Vous avez dit les gens. Et en fait, ce ne sont pas les gens, ce sont des militants d'extrême gauche, et parfois de gauche. Éric Zemmour a un discours ferme, parce qu'il faut avoir un discours ferme sur les grands thèmes pour notre nation, et il faut dire la vérité aux Français. On a eu pendant des décennies des politiciens qui ont malheureusement menti aux Français, et lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont mis la France dans la situation dans laquelle nous la connaissons, la triste situation dans laquelle nous la connaissons. Éric Zemmour est devenu une cible pour ces militants d'extrême gauche. Nous savons, vous savez, que la plupart des responsables politiques de gauche, quand il y a des violences de l'extrême gauche, ne disent rien. Puisque s'ils ne les soutiennent pas directement, et parfois ils les soutiennent, au moins ils préfèrent ne rien dire pour les encourager. Pour les encourager, c'est très fort ce que vous dites. Je pense que c'est pour les encourager. Sinon, ils devraient condamner. En tout cas, il faut leur demander de choisir. Soit vous considérez, le choix est très simple, soit vous considérez que nous devons vivre dans une démocratie au sein de laquelle le débat politique a lieu grâce à des arguments et que c'est une majorité qui décide et qu'à partir de cette majorité-là, nous mettons en place des lois, un système pour vivre ensemble. Soit vous considérez que nous devons vivre dans un monde violent, que le débat ne doit pas se faire autour d'arguments et que la violence participe du système. Eh bien moi je le dis très clairement, la violence n'a pas à participer du système. Et la gauche et l'extrême gauche surtout sont toujours en train de jouer entre les deux, mais de plus en plus. C'est pourquoi il faut faire en sorte que ça cesse. Il faut dire très clairement ce que je viens de dire, qu'on doit faire un choix entre le débat argumenté ou la violence. Les démocrates doivent être du côté du débat argumenté. Tous ceux qui soutiennent la violence, qu'elle soit contre Éric Zemmour ou contre quelqu'un d'autre, font le choix de la censure. Ils veulent censurer Éric Zemmour, ils veulent empêcher qu'Éric Zemmour s'exprime. Aujourd'hui, c'est Éric Zemmour, peut-être que demain, ce sera un autre. Il était invité sur les grands médias, on l'a vu sur BFM, bon, pas toujours très bien accueilli, certes, mais il n'est quand même pas maintenu dans le silence. Non, il est invité, c'est vrai, mais ces gens-là qui attaquent, qui agressent, ce qu'ils souhaitent, c'est faire peur à Éric Zemmour. Je peux leur annoncer tout de suite qu'il en faut beaucoup plus que ça pour lui faire peur. Ils veulent faire peur au soutien d'Éric Zemmour. Je garantis au soutien d'Éric Zemmour que pour Éric Zemmour et pour Reconquête, leur sécurité est très importante, que nous faisons en sorte à chaque fois, il y a eu très peu de problèmes finalement durant la campagne présidentielle là-dessus, qu'ils soient en sécurité et que nous condamnerons systématiquement et nous poursuivons systématiquement tous les militants qui s'en prennent, et toutes les racailles qui s'en prennent à eux lorsqu'il y a des tractages, lorsqu'il y a des collages, lorsqu'ils peuvent faire des porte-à-porte, lorsqu'ils veulent venir au meeting, lorsqu'ils viennent à des dédicaces, et bien systématiquement Reconquête agira pour eux.
Alors, vous dites, finalement, vous dénoncez un certain laxisme à l'égard des militants d'extrême gauche qui sont parfois un peu activistes. Il y a quelque chose qui plaide plutôt à l'encontre de ce que vous venez de me dire, c'est la dissolution récente des Soulèvements de la Terre, qui a suscité d'ailleurs une réaction à gauche. Je vous propose de regarder quelques-unes de ces réactions et on en parle tout de suite. Je pense que c'était vraiment une dissolution politique, que ça n'a rien à voir avec les actes qui ont été faits justement avant. Je ne pense pas que la violence elle vienne d'arracher 3 salades, de déchirer une serre ou de planter du sarrasin à la place de muguet. Je ne suis pas sûre que le terme violence soit adéquat. On voit bien qu'il y a une volonté de l'État aussi de criminaliser en fait le mouvement. On ne peut pas dissoudre quelque chose où il y a tellement de personnes qui se revendiquent de ce mouvement-là. Et c'est un mouvement qui, même s'il utilise des techniques radicales et peut-être violentes, reste... c'est quand même pour l'écologie, c'est pour un avenir meilleur, sauver la planète. Donc c'est complètement aberrant de vouloir dissoudre un truc comme ça. Normalement, les trucs qui se font dissoudre, c'est des sectes ou des mouvements dangereux, des mouvements néo-nazis. Alors, avant de me dire ce que vous pensez de ces réactions, peut-être sur la dissolution des Soulèvements de la Terre, vous êtes favorable à Reconquête, une telle dissolution et une telle décision prise par Gérald Darmanin et entérinée par le Conseil des ministres? Alors, de manière générale, chez Reconquête, et pour Éric Zemmour, la dissolution n'est pas forcément la meilleure solution, puisque Éric Zemmour souhaite qu'un maximum de gens puissent s'exprimer. On l'a vu d'ailleurs avec l'affaire de Génération Identitaire, qui a été dissous, alors que les militants de Génération Identitaire ne commettaient d'ailleurs aucune violence. Et durant leurs actions, et ça a été aussi d'ailleurs de l'autre côté du spectre politique pendant des années le cas de Greenpeace, leur but était d'être toujours au moins dans la zone grise, mais pas être dans une situation délictuelle ou criminelle. La particularité avec les Soulèvements de la Terre, et ça rejoint ce que nous disions à l'instant, c'est que ces gens-là ont décidé ouvertement de ne pas être dans la zone grise. Globalement, on les voit essentiellement s'asseoir sur le périphérique. Ils ont attaqué une serre. Ils commettent des violences. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on entend bien dans leur discours un aspect sectaire. Et je dis vraiment le mot sectaire. Nous pensons qu'il faut sauver la planète. C'est ce qu'ils disent. Il faut sauver la planète. La seule solution pour sauver la planète, parce qu'ils ont l'impression que la Terre va exploser dans quelques années si on ne fait pas ce qu'ils disent. Je rappelle quand même que des annonciateurs de fin du monde, il y en a eu beaucoup, et que pour l'instant, ils sont tous trompés. Mais ces gens-là pensent que cette fois-ci, c'est la bonne. Ces gens nous expliquent que si on ne suit pas leur discours, c'est criminel. Parce qu'en fait, on contribue à la destruction de la Terre. Donc ils sont prêts à tout. Ils ne sont plus du tout dans le débat argumenté. Leurs actions sont à peine symboliques. Est-ce que vous pensez que tous les militants des Soulèvements de la Terre s'inscrivent dans ce dont vous venez de parler, ou est-ce qu'il y en a certains individus qui sont un peu plus radicaux, un peu plus dynamiques, j'allais dire, que les autres, ce qui peut arriver aussi dans les rangs des militants d'Éric Zemmour de temps en temps, comme on l'avait vu à Villepinte, où il y avait eu effectivement quelques affrontements. Alors, il est certain que dans le spectre de tous les militants, il y en a qui doivent être plus radicaux que d'autres. Le fait est que les plus radicaux, pour ce mouvement des Soulèvements de la Terre, risquent d'entraîner avec eux une masse de gens qui sont moins radicaux et de leur dire « Regardez, la bonne manière de militer, c'est de casser, c'est d'attaquer, c'est de détruire, c'est d'empêcher de créer, c'est de s'opposer à l'innovation et ou à la science. » Donc il y a un vrai risque de radicalisation de ces mouvements. Radicalisation, souvent le terme est mal utilisé, mais là, en l'occurrence, véritablement, on peut parler de radicalisation si ces gens vont vers des attaques de biens et demain vers des attaques de personnes. Le souci avec ces mouvements-là, pseudo-écologistes, c'est qu'ils ont accaparé totalement le sujet de l'environnement. Et que, à droite, ou dans la sphère patriote, pendant longtemps, on était trop peu entendu sur la question de l'environnement. Comme globalement, quand on vous entend, c'est pour nous parler de l'agriculture ou de la chasse. Souvent, c'est ça. Souvent, il faut qu'on se le dise très clairement. On n'a pas forcément toujours un programme très développé sur les sujets. Et en plus, quand on en parle, les journalistes sont peu intéressés. Puis ce dont ils veulent entendre parler souvent, c'est l'insécurité, l'immigration, la fiscalité, etc. Donc, ces militants, et notamment ces partis d'Allemagne au début, en tout cas en Europe, ont accaparé, des militants extrême gauche, ont accaparé le thème de l'écologie. Le souci, c'est qu'ils ont sali le mot d'écologie et que dès qu'on parle d'écologie, on pense à eux. Je pense que nous avons la possibilité, effectivement, d'améliorer notre environnement.
qu'il y a des questions qui se posent et que se posent de nombreux Français, de plus en plus de Français, et notamment chez les jeunes, qui se disent comment va être la France demain ? Ça revient à ce qu'on disait sur quelle France on veut pour 2050. Ils se posent la question, mais on n'a pas véritablement de réponse qui est apportée en face. Il faut que ces Français entendent très clairement que les solutions de ces gens-là n'en sont pas. Ces gens veulent arrêter toute innovation. Ces gens-là, on pourrait les questionner sur le nucléaire, par exemple. Parce que si les Français ont doivent payer une électricité plus chère aujourd'hui, si la France, qui était leader en termes d'énergie grâce au nucléaire, à son parc de centrales nucléaires, eh bien, est moins leader qu'avant, et a pris du retard, commence à prendre du retard, alors qu'elle a été très en avance sur les autres, eh bien, c'est parce que le discours pseudo-écolo s'est attaqué au nucléaire pendant des années. Et c'est exactement le même genre de gens. Et que les dirigeants français ont cédé. Et que les dirigeants français, évidemment, qui n'étaient pas obligés de céder, Français et européens, bien entendu, d'ailleurs. Ont cédé. Et non seulement les dirigeants français ont cédé en France, mais en plus, ils ont cédé au niveau de l'Union européenne, où en fait, on a tout laissé aux autres et on a laissé l'Allemagne, en l'occurrence, dominer. Le problème, c'est que ce retard-là, il faut le rattraper. Et que pendant ce temps-là, eh bien, les Français ont payé une énergie chère, beaucoup plus chère que ce qu'elle nous coûte, et qu'on n'est pas dans l'exportation qu'on pourrait être. On pourrait être dans une situation, je dirais pas monopolistique, mais une situation vraiment d'avance et de modèle pour le monde entier, à installer des centrales nucléaires, qui est l'énergie, pour l'instant, en termes scientifiques, la meilleure et à bas coût. Et ce n'est pas la situation actuelle, parce que, justement, nous avons laissé ces gens nous imposer un discours fautif, mensonger, et que la faute a été répercutée sur des responsables, pseudo-responsables politiques, lâches, qui ont cédé devant le mensonge. Alors justement, on va parler un peu d'Union européenne, puisque dans un an, les élections européennes seront passées. Alors on le sait, Éric Zemmour a d'ores et déjà annoncé que Reconquête présentera une liste. On ignore encore plus ou moins la tête de liste qui devrait se discuter entre lui-même et Marion Maréchal, si l'on en croit la presse mainstream. En tout cas, Samuel Lafont, on va parler un petit peu d'Europe. Cette semaine, Emmanuel Macron recevait Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Je vous propose de regarder rapidement une petite déclaration d'Emmanuel Macron, et puis après, vous vous en doutez, on va parler d'immigration. En matière migratoire, ensuite, nous continuons de connaître des drames en Méditerranée. Il nous faut être en mesure d'organiser plus efficacement l'asile et l'immigration en Europe en étant fidèles à nos valeurs. Et là aussi, je veux dire que la coordination et le bon travail entre nos deux pays doivent se poursuivre. Nous voulons mieux travailler avec les pays d'origine et de transit pour éviter les flux entrants. C'est la politique que nous essayons de conduire depuis 6 ans, avec plusieurs réunions qui se sont tenues ici avec certains de vos prédécesseurs et d'autres collègues européens. Il faut maintenant la renforcer. C'est d'ailleurs tout le sens aussi de l'initiative tunisienne que j'évoquais à l'instant. Alors cette allocution, Emmanuel Macron l'a faite à la fin de sa rencontre avec Giorgia Meloni, qui visait un peu à rétablir les relations entre la France et l'Italie, puisque Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait considéré que Giorgia Meloni faisait beaucoup de déclarations, peu suivies des faits, sur la question migratoire. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Beaucoup d'annonces, beaucoup de déclarations d'intention, mais finalement pas beaucoup d'actions. J'invite Gérald Darmanin et tous les membres du gouvernement d'Emmanuel Macron à d'abord s'occuper de la France avant de critiquer et de moquer nos partenaires européens. Ça, c'est la base. Parce qu'on ne peut clairement pas dire que la situation actuelle en France soit optimale. Ce qui est certain, c'est que nous pouvons agir contre l'immigration massive à 2 niveaux. Il y a le niveau français et il y a le niveau européen. Pourquoi je vous dis que nous pouvons agir sur les 2 niveaux ? Puisque trop souvent, on entend un discours binaire sur le sujet qui consisterait à dire que soit tout doit être fait au niveau national, soit tout doit être fait au niveau européen. Non, nous pouvons agir dans les 2 sphères. Déjà, nous devons prendre des décisions en France pour avoir des lois enfin plus fermes contre l'immigration. Il y a effectivement des directives européennes. Donc on met des frontières ? Il y a des textes européens. On n'est pas obligé de mettre des frontières. Le fait est que, en France, vous savez très bien que déjà, en termes d'immigration légale, on a des centaines de milliers de personnes étrangères qui arrivent en France sans véritable raison. Pour l'immigration... Mais on les arrête à quel moment alors, si on n'en veut pas ? Comment ? Si je vous suis, vous voudriez que ces personnes ne soient pas là. À quel moment on les arrête ? Alors, avant qu'elles viennent ? Alors, il y a deux critères différents, 2 aspects d'immigration différents. Il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. L'immigration légale, il faut arrêter d'être aussi généreux, aussi bête, en termes d'immigration légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on fait venir surtout des gens qui n'ont pas envie de travailler. On le sait, les stats officielles, les statistiques officielles le montrent, la plupart des gens ne viennent pas pour travailler. Ils viennent pour du regroupement familial, ils viennent pour des études, et on est loin d'attirer les meilleurs. On ne cherche pas à attirer les meilleurs étudiants du monde aujourd'hui, on cherche à attirer des étudiants en masse, ce qui est très différent. On peut très bien dire, on arrête de faire venir autant d'étudiants étrangers, on arrête de croire que le salut de la France passera par l'immigration travail, d'autant plus qu'on sait que beaucoup d'étrangers sur notre sol ne sont même pas en travail. Le taux de chômage est bien plus important chez les étrangers que chez les Français. C'est-à-dire qu'on a un stock d'étrangers qui ne travaillent pas, et les immigrationnistes passent leur temps à nous expliquer qu'il faudrait faire venir d'autres étrangers en plus. Ça n'a aucun sens. Donc au-delà, il y a cet aspect immigration légale. Il y a aussi tout un tas de métiers qui sont occupés par des gens issus de l'immigration. On pense dans les restaurants. D'ailleurs, les restaurateurs ne s'y trompent pas. Ils réclament précisément de faire partie de ces métiers en tension pour pouvoir embaucher davantage de clandestins et d'étrangers. C'est un sujet fondamental. Et je pense que sur ce sujet, on a trop souvent un discours qui est caricatural, puisqu'il est normal. Mettons-nous à la place de ces personnes qui, en payant toute la fiscalité qui paient, en ayant peut-être du mal à faire tourner leurs entreprises, notamment leurs restaurants, se disent « je veux avoir la main-d'œuvre la plus basse possible pour continuer à vivre ». Ça, c'est une bonne logique pour vous, ça. Je ne dis pas que c'est une bonne logique. Je dis qu'il faut se mettre à leur place. En fait, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et le fait est que le souhait de ces personnes-là peut être d'avoir un coût de travail qui soit moins important. Mais c'est du court terme. C'est du court terme. Et c'est aussi le piège. C'est du court terme, c'est du dumping social, accessoirement. Complètement. Et parfois même, c'est illégal, puisque c'est des gens qui n'ont pas de papier. Absolument, absolument. Et donc, les politiques ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Ils sont déjà tombés sur le piège de... C'est normal, vous avez des groupes entrepreneuriaux qui peuvent dire « nous, on veut faire venir des gens qu'on va payer moins cher ». Le politique ne doit pas tomber là-dedans, puisque non seulement, c'est du dumping social, vous le disiez, ça fait baisser les salaires. Donc, ça fait baisser aussi les salaires des Français. Bien sûr. Ça fait baisser les salaires des Français. Donc, c'est inacceptable. La solution n'est pas là. La solution est peut-être, sans doute, de faire en sorte de baisser la fiscalité et les gaspillages d'argent public qui font que, justement, on paie tellement d'impôts que ces personnes-là et ces entreprises-là cherchent à payer moins cher les personnes qu'elles embauchent. Elle est la solution. Il faut avoir, en termes de politique, il faut avoir une vision de long terme et pas écouter seulement les problèmes de court terme. Et en plus, ce qu'on dit trop peu, c'est que l'immigration n'a pas que des conséquences sur le plan économique. Elle a des conséquences gravissimes sur le plan économique, puisque l'immigration nous coûte. Elle coûte à chaque Français. Elle coûte en aide sociale, elle coûte directement sur la baisse des salaires, mais elle a des conséquences. Bien sûr, je me dois de vous dire qu'il y a débat, que certains considèrent qu'avec la TVA, qu'avec leur travail, la balance de l'immigration est positive. Il y a beaucoup de calculs très différents, parce que c'est un calcul très complexe d'ailleurs. Alors, c'est un calcul complexe. Je pense qu'ils se trompent, qu'il y a de nombreuses études qui montrent qu'ils se trompent et qu'en fait, l'immigration nous coûte. Mais en plus de ça, à tous ces gens qui nous expliquent que l'immigration nous apporterait, ils oublient l'essentiel. C'est qu'il n'y a pas que le sujet économique. Il n'y a pas que le sujet économique. L'immigration a des conséquences directes sur la manière dont nous vivons, sur la culture qui est pratiquée en France, sur nos modèles, sur les relations entre les individus. On le sait, on parlait d'études. Il y a aux États-Unis une étude qui est sortie par M. Putnam sur les relations entre les individus quand il y avait de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité dans la société. Le fait est que plus une société est hétérogène, plus elle va vers des conflits physiques ou simplement des gens qui ne se parlent plus. Ce qui n'est jamais dit, c'est que cette hétérogénéité, donc qui vient de l'immigration massive, qui fait venir en France sur notre sol des gens qui n'ont rien à voir avec nous, rien à voir avec vous. Cette hétérogénéité fait que les natifs, les Français, sont plus craintifs et font moins confiance, naturellement, instinctivement, y compris entre Français. Ça crée un sentiment de crainte et de malaise qui n'est pas aussi prégnant dans des sociétés qui sont plus homogènes. Bon, ça disloque la société, si je vous suis. Complètement. On voit que la situation est très différente dans d'autres pays. On parle souvent de l'Asie, je vais parler de l'Asie, en Corée ou au Japon. Pourquoi ? Parce que les gens ont un même modèle. Nous parlions à l'instant des solutions juridiques contre l'immigration massive. Il faut voir aussi qu'il y a la loi, donc, et la morale. Quand vous avez sur le même sol des gens qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs, des gens qui n'ont pas les mêmes envies, des gens qui ont pour héros des personnes différentes, nécessairement, automatiquement,
ça crée du conflit, dans quelque sens que ce soit. Et malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est nous, ce sont les Français qui le subissons aujourd'hui. Alors pour le constat, Samuel Lafont, je vous suis. Le 8 juin dernier, toutefois, les ministres de l'Intérieur se sont réunis au Parlement européen. Ils se sont mis d'accord sur un texte, à la majorité, soit dit en passant, pas à l'unanimité, mais à la majorité sur le droit d'asile. Ça reprend plus ou moins l'idée de quotas. Ainsi, il y aura une répartition contraignante des migrants dans les différents pays de l'Union européenne, avec, à la clé, 20 000 € d'amende par clandestin refusé par le pays en question. On voit bien là quand même qu'on est un peu dans le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on entend souvent des militants de chez Reconquête se moquer un peu des souverainistes qui ont effectivement une obsession avec l'Union européenne et qui vendent et font un peu l'alpha et l'oméga de la sortie de l'Union européenne avec le Frexit. Néanmoins, on pourrait vous retourner le problème un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est bien gentil de botter en touche sur la question de l'appartenance ou non à l'Union européenne, mais quand on voit des textes comme ça qui sont adoptés à Bruxelles, Éric Zemmour, il peut bien prendre la tête de la France, mais ça ne va pas changer grand-chose au schmilblick. Il est évident que la construction européenne, elle est appelée comme ça, avec l'Union européenne telle qu'elle a été faite, ne correspond pas à ce que méritent et ce que veulent les peuples d'Europe. Mais du coup, on fait quoi ? Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne va pas. Déjà, j'invite tous les Français qui regardent TV Liberté à aller voter aux élections européennes, pour qu'ils le souhaitent, mais qu'ils aillent voter. Pourquoi ? Parce que dans les autres pays européens, ce sera le cas également. Nous pouvons faire en sorte d'avoir des députés européens patriotes. Nous aurons des députés, je l'espère, avec Reconquête, au Parlement européen. Mais pardon, Samuel Lafont, mais je reviens à mon idée, oui. Mais Giorgia Meloni, elle est au pouvoir. Oui. Matteo Salvini était au pouvoir. Ils sont restés dans l'Union européenne, ils ont fait des déclarations d'intention sur la question migratoire. Aujourd'hui, le 8 juin 2023, avant leur arrivée au pouvoir, on continue de voter des textes contraignants sur la question de l'immigration. Donc il y a un moment, on peut mettre des gouvernements patriotes absolument partout dans tous les pays d'Europe. Visiblement, ça ne change rien. Alors, il y a deux aspects. Effectivement, si vous avez un gouvernement qui est patriote, il peut se limiter dans un pays, son action va se limiter au spectre national. Le fait est qu'il y a quand même le Parlement européen. Donc, ça dépend, les textes européens sont contraignants pour les pays. Il y a une partie des textes européens, effectivement, qui sont contraignants. Le fait est que nous pouvons également avoir des élus au niveau de l'Union européenne. Et donc là, agir directement au niveau de l'Union européenne, en faisant voter les textes qui nous vont bien. Il faut également voir, je pensais au Danemark, on parlait du Danemark tout à l'heure, le Danemark a décidé parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes clauses d'entrée que les autres pays suite à Maastricht, le Danemark a décidé d'être plus libre sur certains textes. On peut très bien décider, puisque nous parlons de l'Union européenne, non seulement d'avoir des textes qui soient différents, mais aussi d'être moins contraints. Et ce qui est souhaité par Reconquête, et moi, en tant que militant patriote depuis des années, ce que je souhaite, c'est une Europe des peuples. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes plus proches d'un Italien, d'un Espagnol, d'un Allemand, d'un Anglais, ce que vous voulez, que d'autres peuples du monde. D'un Anglais, ils sont partis de l'Union européenne, mais ils sont toujours en Europe. On fait bien le distinguo entre l'Union européenne et l'Europe. Nous sommes plus proches d'eux que d'autres peuples du monde. Nous pouvons nous entendre. Nous pouvons discuter. Et alors, comment on s'entend avec l'Allemagne qui a un besoin constant de plus d'immigration pour réussir à combler son déficit démographique ? Le problème actuel, c'est qu'il y a forcément des sujets sur lesquels nous ne serons pas d'accord. Le problème actuel, c'est qu'on a fait croire, ou que certains bureaucrates ont voulu croire, que les mêmes solutions seraient bonnes pour tout le monde. C'est faux. Il doit y avoir systématiquement des négociations. Mais donc, cela induit que sur certains sujets centraux, on ne peut pas avoir de l'imposition par Bruxelles. Clairement, aujourd'hui, Bruxelles empêche certains champions d'être créés, et d'ailleurs, on est face à une véritable schizophrénie. Je suis très intéressé par le sujet de l'intelligence artificielle, que nous avons beaucoup mis en avant chez Reconquête. Que nous disent les bureaucrates de Bruxelles ? Ils nous disent qu'il faut réglementer. Si bien que vous avez des images humoristiques, des mèmes sur Internet qui circulent, où on voit deux disques qui se rejoignent partiellement, États-Unis et Chine, où on voit chacun de ces deux États avec ses spécificités dans le domaine de l'intelligence artificielle, et en dessous, un autre disque, Union européenne, avec, sur ce disque-là, simplement inscrit « réglementation ». Et le problème, c'est que notre classe politique actuelle, son réflexe a été de parler de réglementation. Quand est-ce que nous pourrons créer des champions nationaux et ou européens ? Les deux sont possibles. Si l'obsession
de ces technocrates de Bruxelles, qui ne sont pas des entrepreneurs, et qui ne sont bien souvent pas non plus des chefs d'État, des meneurs d'hommes. Et bien souvent pas élus, oui. Et bien souvent pas élus. Et bien souvent pas élus. Donc ils ne nous représentent pas. Personne n'a voté pour eux. Si l'obsession de ces gens-là, c'est toujours de réglementer la vie et de diminuer les libertés aussi, parce que ça peut être la réglementation au niveau des entreprises, mais ça peut être aussi la diminution des libertés au niveau de l'individu. Si on écoute ces gens-là, nous ne créerons jamais de champions, et on va avoir dans 5 ans ou dans 10 ans le débat actuel que nous avons sur les GAFAM, en disant il y a des champions américains, comment nous en sorte de sortir des champions américains ou des champions BATX, des champions chinois. Et c'est le chemin que nous prenons, puisque l'Union européenne et malheureusement beaucoup de politiques ne parlent que de réglementation. Non, innovons, on a des gens encore très bons, très bien formés, surtout en France, profitons-en. On a des gens qui sont très bons au niveau mathématique, on a des Français qui veulent entreprendre, qui veulent créer. Laissons-les libres de le faire et arrêtons toujours de ne voir que la partie la pire du sujet, sur l'intelligence artificielle en particulier. Je comprends qu'il y ait des doutes, c'est normal qu'il y ait des doutes, mais dès à présent, elle nous permet de gagner beaucoup de temps dans de nombreux métiers et elle peut suivre, elle peut accompagner la robotisation. Je vous parle de la robotisation un instant. La France a tardé à mettre des robots dans ses usines. Et comme je rappelais encore récemment de nombreux journalistes, quand on doit choisir entre un robot dans une usine qui est supervisé par un homme ou mettre l'homme dans une tâche aliénante d'OS, moi je suis du côté de l'ouvrier et je préfère qu'il ait à surveiller le robot plutôt qu'on lui dise « tu dois être dans une tâche aliénante ». Il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui ont fait ce choix. On parle du Japon, on parle de la Corée, l'Allemagne également, l'Italie aussi qui est devant nous en termes de robotisation. Malheureusement, on a face à nous des politiques aujourd'hui qui hésitent à agir et qui sont dans un modèle qui ne permet pas l'innovation. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, lors de son élection, la première élection présidentielle de 2017, a été mis en avant comme un homme de la Startup Nation. C'était essentiellement de la communication. Il ne vient pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat. Nous avons des entrepreneurs. Laissons-les libres au niveau français et au niveau européen. Et je suis bien conscient que non seulement nous devons gagner les élections, mais en gagnant les élections européennes, au-delà de ça, et avec des gouvernements patriotes, nous devons exiger un changement des règles. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux à court terme, c'est mieux à moyen terme et c'est mieux à long terme parce qu'il ne sera pas vivable d'avoir encore une technocratie qui impose ses normes à des peuples qui n'en veulent pas et à des gouvernements qui n'en veulent pas. Alors, il n'y a pas que les normes que la technocratie bruxelloise impose, il y a également les impératifs financiers. On a vu encore cette semaine 55 milliards d'euros débloqués à destination de l'Ukraine, toujours en conflit sur son territoire. Quelle est la position de Reconquête sur ce sujet? Est-ce qu'il faut continuer à envoyer de l'argent à l'Ukraine? Est-ce qu'il faut continuer à envoyer des armes à l'Ukraine? Comment vous situez-vous? Alors, vous vous souvenez sans peine que Éric Zemmour était le bouc émissaire durant la campagne présidentielle puisqu'il a eu un discours qui était différent de celui qu'on entendait habituellement. Sur la question des migrants. Sur la question des migrants. Des réfugiés ukrainiens. Et du conflit russo-ukrainien de manière générale. Le fait est que dans ce genre de cas, puisque c'est un sujet... Si je peux me permettre, effectivement, sa position sur la question des réfugiés ukrainiens a choqué, sa question sur le conflit lui-même choquait moins. Alors, il a précisé ensuite sa position sur les réfugiés. Disons que sur le conflit lui-même, dans des sujets aussi complexes, malheureusement, comme il y a beaucoup d'inconnus, on cherche, c'est humain, c'est normal, c'est logique, on cherche à avoir une réponse simple, un camp ou un autre. Parce qu'on a besoin de se rassurer. C'est comme ça, malgré nous, pour nous tous. Le problème dans ce genre de conflit, c'est que c'est extrêmement complexe, qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Et donc, il y a eu, vous l'avez bien vu pendant la campagne, des cris d'orfraie d'un côté ou de l'autre. Enfin, plutôt que d'un côté. Hein, surtout d'un côté. Surtout d'un côté, en ne voulant pas voir la complexité du fait guerrier et du fait diplomatique. Si on regarde la situation, les yeux dans les yeux, aujourd'hui, droit dans les yeux, nous avons un pays donc, qui est plutôt sur la partie européenne, l'Ukraine, qui est en conflit avec la Russie, qui a été attaquée par la Russie. Pour vous, c'est ça, le conflit, c'est Ukraine-Russie. C'est ce que vont retenir, à mon avis, la plupart des analystes dans les années à venir. En tout cas, parce qu'il y a eu un sentiment, l'image est importante. Donc les théories selon lesquelles il s'agit d'une guerre par procuration, où l'OTAN et tout particulièrement les États-Unis sont partie prenante, très lourdement partie prenante, c'est pas votre position?
pour être précis, ce qui va marquer les esprits, c'est l'attaque première avec Vladimir Poutine qui annonce qu'en fait, il veut attaquer la Russie. C'est le 24 février. Et les images de chaque Donc, tout ce qui s'est passé avant, Minsk, 2014, le Donbass, ça n'existe plus. Mais justement, pourquoi c'est important? Parce que ceux qui risquent de rester, en tout cas pour ce conflit en particulier, on dira la guerre russo-ukrainienne des années 2022-2023, j'espère pas davantage. C'est cette image qui va rester. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de responsabilité au niveau des autres États, au niveau des États-Unis, au niveau de l'OTAN. Et là, on est obligé de le dire. On est obligé de le dire. Parce que celui qui refuserait de dire ça refuse de comprendre à quel point le sujet est complexe. Et en plus, si on refuse de voir les différentes responsabilités de chacun, même si c'est l'attaque de la Russie qu'on va retenir, parce que c'est la Russie qui a décidé d'entrer sur le territoire ukrainien, si on refuse de faire ça, on ne pourra pas aller vers une paix, et surtout vers une paix durable. Alors que ce qui est souhaitable aujourd'hui, pour tous, pour les Européens, pour les Russes, c'est que nous arrivions à une situation de paix. Peut-être qu'il y aura un cessez-le-feu. Peut-être qu'il y aura directement un traité de paix. Ce qu'il faut voir, c'est que les intérêts de chacun dans le monde, parce que chacun pense à soi d'abord, à lui d'abord, les intérêts de la Chine. Visiblement pas la France. Les intérêts. Alors, la France a du mal. En tout cas, le gouvernement d'Emmanuel Macron a du mal à penser à ses intérêts et aux intérêts des Français. La Chine gagne en puissance à mesure que... économique et diplomatique. Économique et diplomatique proportionnellement à la baisse de la puissance de la Russie en conflit. C'est normal d'être en conflit. Les Africains, de manière générale, ont tendance à préférer que le conflit s'arrête puisque ça leur coûte directement ou indirectement économiquement. Bref, les enjeux pour chacun sont différents. Mais ce vers quoi nous devons aller, c'est une paix, et une paix durable. C'est toute la difficulté. Je ne dis pas que c'est simple, et d'ailleurs, il peut y avoir plein de surprises. Il peut y avoir de nouveaux enjeux, il peut y avoir une autre crise ailleurs dans le monde, et avec un focus qui sera fait ailleurs dans le monde, je ne sais pas, en Amérique latine, en Asie. Nous ne savons pas, personne ne peut le dire. Pendant le dernier Conseil de défense en France, Emmanuel Macron a fait savoir, ou du moins a laissé entendre plus exactement, que la position de la France devait changer quant à l'entrée potentielle de l'Ukraine au sein de l'OTAN. La position d'Éric Zemmour, on l'a bien vu pendant la campagne présidentielle, c'était que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. Alors c'est quoi du coup? On va arriver avec une France en dehors de l'OTAN et une Ukraine à l'intérieur? Alors, vous décrivez une situation très particulière, effectivement. Le souci est que les Français et la France ont décidé durant des décennies d'être libres, indépendants, tout en participant au jeu des nations en Europe. Ce qui a été fait ces dernières années, c'est que la France a perdu en liberté et en souveraineté. Vous parlez des souverainistes tout à l'heure, ils ont tout à fait raison, de signaler la baisse de la souveraineté de la France, qui est extrêmement importante parce que ça a des conséquences immédiates, mais ça a des conséquences sur le long terme, parce que si vous êtes moins souverain, vous êtes moins entendu en tant que nation souveraine, donc on vous fait moins confiance. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a au sommet de l'État Emmanuel Macron qui, en tout cas par son comportement, semble vouloir surfer sur le sujet ukrainien plutôt pour faire parler de lui, plutôt que de la France, plutôt que de remettre la France au centre des nations. On a une chance en France, c'est que nous avons encore une armée forte. On a encore une armée forte. L'armée est moins puissante que l'armée des États-Unis, c'est évident. On a aussi beaucoup moins de moyens. On a des militaires qui sont très respectés. Probablement que l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est à voir, c'est à voir. Le fait est que nous avons des militaires très entraînés, qui ont l'habitude du combat, c'est très important, et qui utilisent du matériel qui a été utilisé en combat, donc qui savent faire la guerre, pour le dire très simplement. Le fait est qu'il y a des armées qui sont de plus en plus puissantes ailleurs dans le monde. La Turquie, la Pologne, on parlait de la Corée aussi, le Japon qui est en train d'armer. Donc, si nous voulons rester respectés dans le jeu des nations, évidemment, nous avons l'arme nucléaire. Évidemment, tout le monde voit que nous avons les possibilités d'intervenir, puisque sur le champ d'intervention militaire, nous sommes capables de faire à peu près tout. On dit souvent que l'armée française peut faire à peu près tout. Elle peut amener des troupes où elle veut, comme elle veut, avec également des véhicules. Le souci, c'est que si nous sommes pieds et poings liés systématiquement dans des conflits qui ne sont pas les nôtres, nous ne défendons pas les intérêts de la France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que, selon vous, si Emmanuel Macron appliquait le programme d'Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il ferait? Si Emmanuel Macron, aujourd'hui, appliquait le programme d'Éric Zemmour ce qui concerne le conflit russo-ukrainien,
il faudrait qu'il dise, et je l'entends pas assez là-dessus, qu'il est malheureux pour les deux parties en conflit, que la guerre perdure, qu'on comprend que les engagements nombreux, d'une part comme de l'autre, on donne envie à chacun de poursuivre dans ce sens-là. Puisque si vous avez misé beaucoup, vous avez envie souvent de continuer de miser. Vous avez engagé beaucoup de troupes, beaucoup d'argent, vous avez envie de continuer. On a plutôt intérêt tous, les Russes, les Ukrainiens, les Français, les Européens en général, à ce que le conflit s'arrête. C'est pas vraiment ce qu'on entend de la bouche d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est avec le président Zelensky. C'est ce qu'on entend de la bouche de personne, soit dit en passant. On entend et on voit Emmanuel Macron systématiquement avec Zelensky, envers lequel d'ailleurs, quoi qu'on puisse penser du personnage en particulier, il n'est pas très respectueux. On le voit le tutoyer devant tout le monde. On a l'impression que pour Emmanuel Macron, c'est un jeu. Véritablement. Emmanuel Macron tutoie tout le monde, globalement. Mais on est en train de parler de conflits qui coûtent des vies à des centaines de milliers de personnes. Parce que des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes, si ça continue comme ça, il y a énormément de personnes qui meurent. Et on voit Emmanuel Macron qui en joue et qui tutoie Zelensky, qui est juste là pour les caméras. Honnêtement, je trouve que ça ne fait pas très sérieux. Et on n'a pas l'impression qu'Emmanuel Macron veut se mettre dans une pousse à la paix. Ce qu'on remarque, c'est plutôt qu'Emmanuel Macron utilise, à titre personnel, il ne sera certainement pas d'accord, mais en termes d'image, il a l'impression, et je ne sais pas comment les autres États le perçoivent, mais en tout cas, je pense que de nombreux Français le perçoivent comme ça, il utilise le sujet de l'Ukraine pour être le sauveur. Ça lui a été reproché durant l'élection présidentielle, évidemment, mais je pense que ça peut encore lui être reproché aujourd'hui. Merci beaucoup Samuel Lafont. Peut-être le mot de la fin, si vous le souhaitez, avant de nous quitter. On est arrivé au terme de cette émission. Une conclusion ? Ah oui, très simple. Il faut que chaque Français, chaque patriote, ait conscience, je commençais par ça, mais ait conscience que nous pouvons gagner et que nous allons gagner. Ne laissez pas les bourreurs de crâne, les menteurs, vous raconter des inepties et prétendre ouvertement que vous ne pouvez pas gagner. C'est faux. La plupart des Français sont d'accord avec nous sur de nombreux sujets. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore voté pour vos candidats, pour nos candidats, qu'ils ne voteront pas pour nos candidats demain. Nous devons mener une campagne européenne importante pour avoir un score maximal et préparer les prochaines élections. Nous pouvons, chère Elise, nous pouvons gagner. Les patriotes, les Français de droite peuvent gagner les élections présidentielles, européennes, législatives, régionales, départementales, municipales. J'invite chacun à voter massivement lors des prochaines élections. Eh bien, je vous remercie pour ce message plein d'espoir pour votre camp, Samuel Lafont. Merci en tous les cas d'être venu jusqu'à TV Liberté pour nous présenter tout cela. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de commenter et de partager cette émission. Et puis bien sûr, cliquez sur le petit pouce en l'air, abonnez-vous à TV Liberté ou vérifiez que vous l'êtes toujours, parce que YouTube aime bien vous désabonner automatiquement. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de géopolitique, mais aussi d'économie. Portez-vous bien.